gentiment y aller. Bonjour à toutes et à tous. Merci du être là, merci aux Assises du journalisme de nous recevoir. Je suis Clément Olivier du SNJ-CGT, puisqu'il s'agit de retrouver le goût de l'info. On va parler ensemble d'un gros sujet, on va parler de racisme dans les médias, avec un focus un peu spécifique sur ce qui se passe dans les rédactions. Pourquoi ce sujet? Parce qu'on a deux actus autour de ces problématiques. On est avec Rémi Kenzo Pages du SNJ-CGT. Bonjour. Salut. Tu as coordonné un important rapport qui s'appelle « Briser le silence sur le racisme dans les rédactions », que vous pourrez prendre à la fin. On a quelques slides, mais si ça peut vous éviter de prendre des photos, sachez qu'il est disponible. On sera aussi pour les 3 prochains jours sur le stand du SNJ-CGT. Tout ça se retrouve là, il est en libre service. Autre actu, Estelle Djonjo, bonjour. Bonjour. Porte-parole d'AJAR, nouvelle association qui se lance. AJAR, c'est l'association des journalistes antiracistes et racisés. Vous êtes également tous les deux journalistes, bien entendu. Commençons par ce rapport, Rémi Kenzo, une chose dont la profession semble prendre conscience ces derniers temps, c'est la progression des discours de haine sur certaines antennes, dans certains médias. En revanche, la question du racisme interne aux rédactions, elle est beaucoup moins abordée. Est-ce que c'est pour ça que vous titterez sur le silence, sur le tabou? Alors, je pense qu'il y a un tabou dans les rédactions françaises, pour plusieurs raisons. La première, en fait, c'est que la plupart des journalistes victimes de racisme, en fait, qui sont des journalistes racisés, sont plus généralement isolés dans leur rédaction et se retrouvent seuls à vivre ce qu'ils vivent. Ça, c'est la première chose. C'est une chose en fait qui fait que en fait, quand on est tout seul, c'est difficile de parler, c'est difficile de s'organiser pour raconter ce qu'on vit, c'est difficile de témoigner, et du coup c'est aussi difficile de combattre et de faire changer les choses. La deuxième raison au silence, c'est en fait la raison de l'isolement, c'est la diversité, la question de la diversité qui est quasiment nulle dans la profession, celle des journalistes en France, qui est une profession d'entre-soi, qui est une profession avec une forte reproduction sociale, qui est une profession avec une forte monogamie, etc. Et qui n'encourage pas, mais qui actuellement l'est beaucoup. Qui l'est beaucoup et qui n'encourage pas la diversité, qui permet pas, ou alors qui permet faiblement à des profils différents, et notamment aux personnes racisées en fait d'exercer ce métier. Et donc ils se retrouvent seuls et qui vivent ce qu'ils vivent, mais dans le silence. Et en fait, nous, on est plusieurs syndicalistes CGT à être journalistes dans des rédactions différentes, à vivre des phénomènes de racisme. Et on faisait un constat qui était qu'on vivait du racisme clairement. C'était sans doute... on voyait très bien ce qu'on vivait, que ça, on mettait un mot là-dessus, c'est du racisme. Mais c'était très difficile d'en parler parce qu'on était isolés, et aussi parce que... Quand on regardait un petit peu l'état de la profession, quand on regardait un petit peu la question du racisme, en fait, on cherchait et on ne trouvait pas grand-chose dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait quasiment aucune enquête en France sur cette question, il n'y avait quasiment aucune donnée, il y avait très peu de chiffres sur la question du racisme. En général, quand la question, tu le disais, la question de la diversité, etc., elle est abordée dans la profession journaliste, c'est sur le champ médiatique, c'est sur la question de la représentativité, de la visibilité, notamment à l'antenne, etc. Mais sur ce que vivent les journalistes concrètement au quotidien, sur ce qui se dit à l'antenne, ou sur ce qui se dit à l'antenne, en effet, mais sur ce que vivent au quotidien les journalistes dans leur travail, ça on en parle beaucoup moins. Bien sûr. Est-ce que, puisqu'on est dans l'autocritique de notre brave profession, est-ce qu'on est une profession qui se croyait éclairée et donc épargnée par ces problèmes-là en interne? En tout cas, ce qu'on a constaté, nous, en faisant cette enquête, c'est que... alors, c'est intéressant, parce que nous, on a commencé par un questionnaire qu'on a envoyé, on a invité les journalistes à remplir, à répondre aux questions de ce questionnaire. Et donc, ce questionnaire, il était ouvert à tous les journalistes, qu'ils soient victimes ou pas de racisme. Et ce qui est intéressant, c'était de voir que dans une même rédaction, en fait, les gens ne répondaient pas la même chose. C'est-à-dire que quand on est dans une rédaction et qu'on dit qu'on est victime de racisme,
parce qu'on est un journaliste racisé, etc. En fait, on va raconter un certain nombre de choses, on va dire notre rédaction elle est raciste, etc. etc. Quand on est un journaliste qui n'est pas victime de racisme, qui n'est pas racisé, etc., on va répondre autre chose. Dans ce questionnaire, on va dire non, en fait, ma rédaction, tout va bien. Il n'y a pas de racisme, on n'observe pas de racisme. Et en fait, on constate des choses très différentes. Et par exemple, on a posé une question, on a posé évidemment la question, êtes-vous victime de racisme? Mais on a aussi posé la question, êtes-vous témoin de racisme? Notamment, c'est une question qui était dirigée vers les personnes non victimes, mais qui pourraient être témoins de faits racistes. Et en fait, souvent, on se rendait compte que des personnes qui étaient dans les mêmes rédactions que ceux qui répondaient qu'ils étaient victimes de racisme, répondaient, eux, en fait, qu'ils n'étaient pas forcément témoins de racisme. Et donc, ça interroge beaucoup et ça questionne énormément sur ce que les journalistes, qui sont censés être de très bons observateurs de notre société, ne voient pas. Oui, Estelle Janjo, en préparant cette table ronde, je suis retombé sur une très belle citation de Romain Gary dans sa lettre aux Juifs de France en 70. Il se trouve que ça correspond énormément à ce que vous dites dans une tribune qui est parue dans Libération ces derniers jours, qui appelait à une association de journalistes antiracistes. Romain Gary nous dit donc: demander à un arabe, un juif, un noir de modifier son comportement dans un sens ou dans un autre en raison du racisme, c'est du racisme. La coïncidence qui est jolie, c'est que le pseudonyme de Romain Gary, c'est Émile Ajar. C'est le nom de votre association. C'est évidemment une coïncidence, c'est pas volontaire. Mais il se trouve que c'est le constat que vous faites sur le racisme dans les médias. Oui, c'est-à-dire que Ajar, on a quand même pensé cette association dans... Vous m'entendez bien? Oui, c'est super. Ajar, on a vraiment pensé cette association comme une convergence des luttes. C'est effectivement, donc, tu viens de le dire avec la citation de Romain Gary, en parlant des personnes juives, en parlant des personnes noires, ou même effectivement des personnes nord-africaines. C'est un constat qui est effectivement assez global, c'est qu'au lieu de parler d'antisémitisme ou de l'opposé au racisme, nous on a voulu converger ces luttes et amener toutes les personnes qui se présentent comme racisées, qui s'identifient comme racisées au sein de l'Ajar pour en parler. Rapidement, juste pour parler de la manière dont on s'est posé tous ensemble. En tant que journaliste, on parle beaucoup. On passe nos temps à boire des coups, pour ceux qui savent, et forcément, quand on est très potes, on a fait les mêmes écoles, on a fait les mêmes stages, on est très souvent ensemble, et une des choses qui a été une des plus évidentes, c'est le fait qu'il y a eu beaucoup d'actes racistes dont on parlait entre nous et dont on n'arrivait pas à parler forcément dans nos espaces de rédaction, qui sont donc majoritairement blancs et qui nous bloquaient dans nos conversations. Alors soit parce que les personnes avec qui on travaille ne nous croyaient pas, ou parce qu'on avait l'impression d'être un peu comme le sexisme, en fait, le chiant ou la chiante de service. Donc ce qui fait qu'on s'est retrouvés, malgré nous, à devoir parler des faits racistes qu'on subissait avec en fait, des personnes racisées autour de nous, alors qu'elles soient d'origine asiatique, d'origine nordaf ou juive, et ce qui fait que c'est comme ça que tout a commencé, donc il y a un an, en février 2022, et on a commencé à se réunir, et au fur et à mesure, peut-être un fait très important, on ne voulait pas forcément le dire à tout le monde parce qu'on avait peur. On avait peur en fait qu'on nous taxe de quelque chose, on avait peur qu'on nous associe à des mots auxquels nous on ne se reconnaît pas forcément, alors qu'on essaie juste de faire notre travail. Et à ce moment-là, donc quand on s'est réunis, on a commencé à grossir de plus en plus, et le nombre est devenu tellement important qu'on s'est dit mais il y a un problème. Et juste pour l'anecdote, on a pu parler donc à Alice Coffin, qui est une des cofondatrices, on est d'accord, de l'AJL, donc l'association des journalistes LGBT, conseillère à Paris, et qui nous a dit, quand elle a commencé l'AJL, donc il y a 10 ans au moment de la manif pour tous, ils étaient une vingtaine. Nous aujourd'hui on est plus de 70 membres, 170 journalistes ont signé, et on a reçu une centaine de demandes d'adhésion. Alors que vous venez de vous lancer. Il y a une semaine, ouais. Donc en fait c'est juste pour vous donner des chiffres qui sont assez éloquents sur la demande très forte du fait de faire quelque chose, et moi je fais partie des porte-paroles, on se transmet beaucoup dans le groupe toutes les demandes, les non-messages qu'on a. On a des messages de personnes qui ont près de 30 ans d'expérience, qui nous disent enfin merci. Moi ça me fait, j'ai 28 ans, recevoir ce genre de personnes de la part de personnes qui ont 54, 55 ans, moi ça me fait aussi quelque chose de recevoir des messages de la part de gens qui sont à des postes de responsabilité, qui sont racisés, et qui me disent Estelle, je te soutiens totalement, mais je ne peux pas adhérer, je ne peux pas signer parce que en fait j'ai peur pour mon poste.
Donc ça, c'est aussi des réalités. Est-ce que ça serait totalement différent si on était une femme et qu'on disait je suis féministe, c'est pas, il n'y a pas de peur de sauter de son poste, de dire directeur de rédaction. Ça dépend de l'époque, Ça arrive aussi pour les gens de 50 ans. Pour les gens de 50 ans. Mais peut-être que ce sera comme ça bientôt alors, sur l'antiracisme. À la différence, sauf que moi je cumule les deux, je suis une femme aussi, je suis féministe, je suis antiraciste, je suis noire. Ce qui fait que j'ai ce qu'on appelle une double peine. Encore une fois, je ne dis pas que ça n'arrive pas en disant que personne n'est renvoyé si on dit qu'il est féministe. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, il y a une facilité à parler de féminisme, et notre but aussi au sein de la JAR, c'est de faire en sorte que les discours féministes et de genre soient tout aussi, au moins essayer de circuler dans nos rédactions et à travers nos traitements médiatiques, de manière un peu plus apaisée déjà, comparé à ce qu'on est en train de vivre par rapport au racisme tout simplement. Tu as cité la JL, prendre la une également comme association qui vous ont donné cette idée, vous êtes dit finalement des assos se mettent en place, pourquoi pas nous? Pourquoi en 2023? Pourquoi ces choses-là elles se sont pas faites avant? Alors concernant Prenons la Une ou pour la JAR? JAR. Okay. On parle de ton projet. En fait, c'est pour ce que je viens de dire, pour la peur, parce qu'en fait, quand on a des associations effectivement féministes qui se mettent en place, c'est encore une fois, on est dans en fait, encore une fois, c'est très important vous vous rendez peut-être pas compte à quel point c'est impossible en fait de dire à quel point on est antiraciste et à quel point. La question n'était pas maligne. Non, mais bien sûr. Est-ce que c'est lié à la libération de la parole Black Lives Matter? Est-ce que c'est lié à ça? Alors, ça a forcément joué. Ça a forcément joué, effectivement, à partir de 2020, quand il y a eu le mouvement Black Lives Matter, qui est d'ailleurs né en 2014, effectivement. Mais avec la mort de George Floyd, il y a eu plus de traitements médiatiques, il y a eu plus de sujets, et on s'est aussi rendu compte, on s'est dit, mais en fait, on peut en parler sans que ça fasse peut-être débat. Alors, ça a fait débat, mais pour nous, c'est déjà une brèche. Et dans cette brèche, c'est comme pour MeToo, c'est-à-dire qu'à partir de la brèche MeToo, des personnes ont commencé à se dire, ça serait intéressant de mettre ça en place. On n'a pas inventé l'eau chaude, il y a eu des groupes et des associations de journalistes qui ont essayé, tant bien que mal, de se mettre en place, mais qui n'ont pas vu le jour pour plein de raisons différentes aussi. Et la peur est encore un élément très important, où en fait, même là, en fait, aujourd'hui, moi quand j'ai eu mes premiers retours par rapport à la tribune qui est sortie, certes, on a eu beaucoup de messages d'encouragement sur les réseaux. En privé, c'est pas les messages forcément que j'ai eu. Et il faut s'imaginer, il y a 10 ans, ou il y a peut-être 20 ans, au début des années 2000, ou même dans les années 90, je vois pas dans quel espace il y aurait pu avoir une telle chose de faite. Mais il y a toujours eu des journalistes racisés qui ont été concernés par cette question et qui se sont dit qu'il faut faire quelque chose. Encore une fois, on est arrivé à un moment où on s'est dit on est assez nombreux, parce que ça c'est important de le dire, il y a eu des progrès sur la diversité et le nombre de personnes racisées dans les écoles, donc ce qui fait qu'on est assez pour pouvoir peser, et c'est ça qui fait la différence peut-être aujourd'hui. Il faut parler du spectre de ce qu'on met dans le racisme. Une question tout simplement de vocabulaire, c'est-à-dire qu'est-ce que vous incluez dans le racisme? Pourquoi je vous pose la question? Parce que là, quand on lit le rapport, on a un spectre très large, un spectre qui par ailleurs est intersectionnel, donc c'est vraiment transversal. Ça va de comportements carrément légalement répréhensibles. Là, j'ai devant les yeux une citation. Je ne veux plus d'arabe ici, je vais blanchir tout ça. Si vous avez une preuve que quelqu'un vous a dit ça, vous pouvez le faire condamner. Ça va de ça jusqu'à d'autres comportements, attitudes, etc., qui seraient de l'ordre du racisme ordinaire, ce terme qui n'est pas très joli, mais qui va prendre la forme de blagues, de préjugés plus ou moins implicites, de remarques qui peuvent même se penser comme bienveillantes. Un mot sur ça, quel est le spectre, En fait, tout ce que tu viens de citer, c'est du racisme. En fait, le racisme, c'est quand on te renvoie socialement à la race dans un rapport de domination. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de domination qui s'exerce, c'est pas juste on te renvoie à la race, mais il y a un vrai rapport de domination qui s'exerce à travers la question de la race. Donc quand on se moque de toi, quand on essaye de t'humilier sous couvert d'humour, etc., c'est du racisme en fait. Quand l'ambiance elle est propice à exclure des personnes dans un cercle de travail, c'est du racisme. En fait, tout ce qu'on a étayé dans ce rapport avec la CGT, c'est de montrer justement que la question du racisme, c'est pas uniquement des insultes ultra trash, où on va dire
on va dire à une personne t'es beaucoup trop noir, ça on a des témoignages comme ça dans l'enquête, où il y a des personnes qui disent t'es beaucoup trop noir pour passer à l'antenne, etc. On va te mettre du fond de teint, tu seras moins noir. Il était édifiant celui-là. Ouais, il y en a beaucoup, je peux vous en citer. Comme ça, tu pourras passer à l'antenne. Ouais, t'es trop noir pour passer à l'antenne, il y a trop de noirs et d'arabes dans tes interviews, les arabes sont bons à faire le ménage, etc. etc. Ça évidemment, je veux dire, tout le monde voit, c'est évident, c'est du racisme. Mais c'est pas que, enfin je veux dire, le racisme ne s'arrête pas là. Et quand au quotidien on te fait vivre un enfer, en te faisant comprendre qu'il y a une forme de domination qui s'exerce entre toi et tes collègues ou entre toi et ta hiérarchie, etc., sous couvert de race, là c'est du racisme aussi, et ça peut s'illustrer de façon très différente, de façon très diffuse, avec les blagues, avec les remarques qui sont faites, avec d'un point de vue éditorial même, avec les tâches au travail qu'on te confie. En fait, tu parlais de Black Lives Matter, mais justement, Black Lives Matter, aux États-Unis, elle a posé la question, il y a un certain nombre de rédactions, il y a eu des grèves, etc., qui a posé la question de la division raciale du travail journalistique, où on voit que comment, en fait, certains journalistes sont cantonnés à certains sujets, parce que noirs, parce que arabes, etc., et comment d'autres comment ces mêmes journalistes, en fait, sont exclus d'un certain nombre de thématiques qu'ils voudraient couvrir, etc., non pas sur la base de leurs compétences, mais sur la base, en fait, de qui ils sont. Et ça, c'est un préjugé. Ouais, mais c'est du racisme. Oh. Et en fait, ça pose toutes ces questions-là. Ça pose notre place dans un collectif éditorial, ça pose notre place plus généralement au travail, comme ça peut poser dans d'autres professions que celle de journaliste, etc. Mais ce qu'on a montré dans cette étude, c'est qu'en fait, tout ça, c'est une réalité. C'est des choses que les journalistes vivent, les journalistes victimes de racisme vivent au quotidien. Et ça passe par plein de façons, quoi. Pas seulement des insultes ou de tratrage, ça peut prendre d'autres formes. Steph Jean-Loup. Est-ce que tu peux répéter la question, Clément ? Cette question d'un spectre large du racisme, et qu'est-ce qu'on met dedans, puisque c'est l'objet de cette lutte, eh bien définissons-la. Alors, c'est vrai que le cadre du racisme, c'est assez subtil, parce que comme le disait Rémi Kenzo, ça passe par des choses beaucoup plus insidieuses. Ça peut aussi passer par la programmation, c'est-à-dire que moi j'ai passé un peu de temps à faire la programmation d'émissions pour France Télévisions, et on essayait autant bien que mal d'essayer d'apporter ce qu'on décrit comme de la diversité, donc essayer de diversifier au maximum. Mais maintenant, on a toujours aussi ces reproductions de personnes au sein de la rédaction où on va demander, ça serait bien, le red chef ou le directeur de rédaction, même le chef de la chaîne va dire, ce serait bien d'aller interroger telle personne parce que c'est mon ami. Et puis c'est aussi, encore une fois, c'est des gens qui ont du pouvoir, et versus la personne qui peut-être sera d'une classe populaire ou qui est racisée, qui n'aura pas la parole. Donc ça aussi, ça c'est des choses, évidemment. Quand on est antiraciste, c'est aussi pour ça que le mot antiraciste de l'association est important, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'être des personnes racisées qui sont visiblement, effectivement, issues de l'immigration ou pas, hein, parce que dans notre association, on a vraiment de tout. On veut aussi être des personnes qui sont vigilantes face au traitement médiatique qui peut avoir lieu dans nos rédactions, parce qu'on a aussi cet apport antiraciste où on sait très bien qu'en fait, quand on laisse la parole à telle personne qui soi-disant est consensuelle, alors qu'en fait il a un discours xénophobe, en fait on n'a pas envie de laisser ça passer non plus. Le racisme, ça peut passer aussi par, effectivement, ça peut passer par la titraille, ça peut passer par les mots employés, pourquoi on parle de migrants plutôt que de personnes exilées. Il y a pas longtemps, pendant la période de 2020, ça a été une pléthore de remarques racistes contre les personnes d'origine asiatique. Donc on parle de racisme anti-asiatique avec le courrier Picard. Le virus chinois. Le virus chinois, le courrier Picard qui titre Alerte jaune. Donc alors, quand même, ils se sont excusés depuis, c'est important quand même de le souligner. En mettant une femme d'origine en couverture. Donc il y a eu, encore une fois, pour moi, ce qui est important de bien souligner, c'est que nous, les journalistes, même si effectivement, pour reprendre tes mots, Clément, on se veut être aussi des personnes éclairées, on est une représentation de la société française qui est raciste. Ce qui veut dire qu'on est une petite société, la rédaction c'est une petite société où en fait on va avoir à la tête beaucoup de personnes qui sont des hommes, on va avoir des personnes qui sont majoritairement blanches avec des minorités. Et ce qui fait que c'est aussi ces reproductions sociales de cette société qui va se refléter dans le traitement médiatique.
Et ce qu'on essaie d'expliquer dans l'AJAR, au-delà d'être des personnes qui, peut-être extérieurement, ont l'impression de se plaindre une nouvelle fois, de dire non mais en fait, écoutez, on a la possibilité de vous apporter un traitement médiatique aussi alternatif, des sujets que vous ne voyez pas, qui vous passent sous le nez, parce qu'en fait vous êtes une reproduction de cette société, de cette élite, je emploie le mot, je suis parisienne, j'ai droit à un bobo, qui se parlent entre elles aussi, et on parlait aussi ce matin dans une table ronde effectivement par rapport au DRH et la diversité. Il y a eu beaucoup la question des territoires qui sont faits. On est à Tours, c'est très important de le dire. On a reçu des messages aussi de personnes qui sont, que ce soit au niveau de Marseille, à Angers, dans les plus petites villes, à Clermont-Ferrand, des personnes aussi journalistes racisées qui disent « Hello, on est là aussi, on existe ». Et ça, c'est des personnes aussi à qui voient aussi des sujets très importants qu'on ne fait pas dans les canards dans lesquels ils travaillent et qui seraient super aussi à faire, quoi. Le temps file, Rémi Kenzo, entrons quand même dans le dur avec un peu les résultats de cette étude. J'ai retenu 3 chiffres, alors c'était pas forcément les mêmes que tu as mis en avant, mais tu vas les commenter. 24,2% des gens interrogés. Alors il faut savoir que les gens interrogés, c'est 167 personnes, donc c'est un spectre assez large. On peut parler également du est-ce que c'est représentatif ou pas de la profession. En tout cas, c'est pas ce que prétend ce rapport. 175 et 167 retenus. Exactement. En tout cas, dans ces gens qui ont répondu, 24,2% déclarent avoir subi du racisme, c'est-à-dire c'est environ un quart. Plus de 80% des journalistes s'estimant victimes et l'ayant signalé, par contre, déclarent ne pas avoir été soutenus. Alors, juste une chose d'abord, nous, ça nous a énormément interrogés à la CGT, le fait qu'on ne réussisse pas à obtenir plus de contributions, plus de réponses au questionnaire. On s'est posé énormément de questions, on s'est demandé, est-ce que ça signifie que pour la majorité des journalistes, ce n'est pas un sujet ? Est-ce que c'est un sujet uniquement pour les personnes racisées dans la profession ? Ça, c'est une première chose qui nous a beaucoup interrogés et on a été assez déçus au départ parce que vraiment on s'est demandé comment ça se fait, quoi. On s'attendait à avoir beaucoup plus de réponses. Je serais Rémi Kenzo quand même pour l'expliquer. J'avais reçu le rapport et j'ai pas répondu au formulaire parce que j'avais peur qu'on ne prenne pas mes réponses au sérieux. Mais ça interroge du coup plusieurs raisons. Peut-être que pour des personnes racisées, ça peut être... voilà, il y a des explications. Pour des personnes blanches, à mon avis, ce sont d'autres explications. Parce qu'il faut savoir que le questionnaire, il était ouvert à tout le monde. On l'a envoyé à l'ensemble de la profession. De toute façon, on ne peut pas faire de quota ethnique en France. On ne peut pas cibler des personnes en fonction de leur origine, de leur religion, de leur couleur de peau, etc. Et puis c'est pas le but. Et puis en plus, le fait d'ouvrir le questionnaire à tout le monde dans la profession, c'était assez intéressant à analyser derrière, parce que ça nous montrait aussi des choses, des impensés, etc. Comme je le disais tout à l'heure, le fait de voir que dans une même rédaction, on avait des réponses contraires, ça dit beaucoup en fait. Ça dit aussi énormément sur notre profession. Est-ce que tu peux me rappeler la question ? Ça, c'est les journalistes, ils sont plus habitués à en poser qu'à y répondre. Ce que nous dit ton rapport, votre rapport, notre rapport du SNJ-CGT à Kenzo, c'est qu'un quart des gens qui ont répondu déclarent avoir subi du racisme, 80% de gens qui s'estiment victimes et qui l'ont signalé n'ont pas été soutenus. Les gens qui disent être témoins de racisme dans leur rédaction, c'est une petite moitié, et une grosse moitié qui dit non. Et par ailleurs, une quarantaine de pourcents, 39,3%, qui dit ressentir une ambiance propice au racisme au travail. Il y a un chiffre qui est intéressant, parce que tout à l'heure tu parlais de peur, mais il y a un chiffre justement qui illustre bien ça. Le fait qu'on ait recensé parmi ceux qui disent avoir vécu du racisme dans leur rédaction, que parmi ceux-là, seulement 28,6% disent l'avoir signalé à leur hiérarchie. Ça dit beaucoup, je pense, aussi du fait que souvent, d'ailleurs, on décline après dans le questionnaire, les gens ils expliquent souvent pourquoi ils n'ont pas signalé ces faits à leur hiérarchie, c'est que souvent, ils ont peur de ce que la hiérarchie peut dire, de ce que la hiérarchie peut aussi ne pas prendre en compte, et puis aussi souvent, et le plus souvent, c'est qu'ils se disent qu'en fait ça sert à rien parce que de toute façon rien va se passer. Ça, je pense que ça dit énormément. Et il y a un autre aspect aussi, un autre chiffre qui est très intéressant parmi ceux qu'on a relevés, ce qui est 59,2% des répondants disent
et c'est là où aussi on voit que c'était intéressant d'ouvrir le questionnaire à tout le monde, disent que le racisme n'est pas un sujet de discussion pour eux au sein de la rédaction et entre collègues. C'est-à-dire que 59% des journalistes interrogés considèrent qu'en fait c'est pas un sujet de discussion quand ils sont à la cafette, à leur pause déjeuner, etc. ou quand ils sont en pause. Alors que dans ces mêmes rédactions, on a eu des témoignages édifiants de racisme. Donc ça aussi, je pense que ça dit énormément et c'est très intéressant. Il y a un autre chiffre aussi que je voudrais relever, parce qu'on parlait de la responsabilité des hiérarchies. Mais du coup, on posait souvent la question de quels sont les dispositifs mis en place dans vos rédactions. Par exemple, est-ce qu'un truc simple, la première chose à laquelle on pense en général quand on pose la question des discriminations, c'est est-ce qu'il y a une charte il y a une charte des discriminations dans votre rédaction. Alors on peut penser ce qu'on veut, si elles sont utiles ou pas utiles, c'est pas le propos, mais on remarque que 61,6% des répondants en fait, n'ont tout simplement même pas de charte dans leur entreprise. Alors au-delà du sujet de savoir si elles sont utiles ou pas, ça veut dire que le sujet n'a même pas fait l'objet d'une charte. Et une grosse partie des répondants disent en fait qu'ils ne savent même pas s'il y a une charte dans leur entreprise. Donc c'est à tel point pas un sujet dans leur entreprise qu'ils ne savent même pas s'il y a des dispositifs ou pas qui sont mis en place. Donc ça, c'est des choses aussi très intéressantes qu'on a relevées et qui montrent énormément, je pense, sur l'état du débat dans la profession. Ça, c'est un peu pour les chiffres un peu macro. Ce que ça fait transparaître tout ça, Estelle Giangio, et un commentaire par ailleurs de ce qui a été dit, c'est des questions transversales. C'est notamment le fait que les conditions d'exercice du métier pousse à des sujets, à des interventions racoleuses, le fait que les personnes victimes de racisme sont cantonnées à la précarité, se retrouvent à avoir des salaires qui n'évoluent pas favorablement, etc. Oui, et encore une fois, pour revenir sur les personnes les présentateurs, des personnes encore une fois bien connues du PAF et de la radio qui sont racisées, ils sont totalement conscients. Et ça, c'est une discussion que j'avais eue avec certains d'entre eux, qu'une des raisons qui leur a poussé à avoir des promotions, c'est parce qu'ils ont, excusez mon langage, fermé leur gueule au niveau du racisme. Et ça, encore une fois, je pense que c'est un problème générationnel où beaucoup de personnes ont bien compris que c'est des sujets en fait, qui dérangent profondément, même auprès des médias ou des écoles qui paraissent être alliés, et ça je pense que c'est très important de le dire, on a bien précisé dans notre tribune les rédactions de gauche comme de droite, où en fait même nos amis de gauche nous disent « Oh bon ça va, on a déjà un truc sur le racisme, ça va, tu vas pas me faire... » C'est des trucs que j'ai entendus... On est vacciné quoi. Oui, mais bien sûr, c'est-à-dire qu'on a déjà... Et c'est pour ça que je parlais beaucoup du féminisme, parce qu'en fait on se rejoint énormément, que ce soit pour les questions LGBTQIA+, ou féministes, c'est pareil, ça va, vous nous saoulez. Et ça, et pour pouvoir monter dans la hiérarchie, en tout cas en France, pour revenir sur ce que je disais, c'est aussi un élément où il faut se faire petit, montrer patte blanche. On a donné l'exemple d'Omar Sy dans notre tribune, où en fait c'est un acteur qui a su libérer sa parole au fur et à mesure, aujourd'hui, qui dit une phrase que je reprends en disant « c'est trop tard ». C'est trop tard, maintenant je suis installé, je dis ce que je pense. Avant, il a peut-être, là c'est une supposition, mais effectivement il était moins libre, il parlait moins de racisme, aujourd'hui il le libère. C'est pareil pour nous. Et on lui reproche une ingratitude. Et on nous reproche, nous aussi en tant qu'Ajar, notre ingratitude. On est passé par les écoles, on est passé par la chance, on nous taxe de plein de choses, de discrimination positive, alors parfois c'est pas vrai. Beaucoup de personnes, de collègues qui sont au Monde ou à Mediapart, on leur dit mais t'es là parce que la tendance c'est être arabe, alors qu'il n'a rien à voir bien sûr sur le fait qu'elles ont fait des études et qu'elles soient compétentes. Enfin voilà, c'est des choses qui c'est assez dur de cumuler pas mal de tout ce fardeau quand on est journaliste. Ça nous empêche aussi de faire notre métier. Ça c'est aussi important de le dire. C'est tout ce racisme-là, ce sexisme, parfois les gens cumulent, sont LGBT, noirs et aussi femmes. En fait, tout ça nous empêche de faire notre métier correctement dans une bonne ambiance de travail. Je voudrais qu'on garde un peu de temps pour avoir quelques questions du public, néanmoins rapidement des perspectives, chers amis, côté syndical d'abord, côté associatif ensuite. Vous concluez le rapport en posant 3 pistes, un accompagnement des rédactions, qu'est-ce que c'est, une charte ou un code déontologique précis, et puis un travail syndical de fond. Non mais en fait nous on n'a pas fait ce rapport juste pour documenter, on a fait ce rapport parce qu'il nous fallait des outils aussi pour lutter dans les rédactions. On est un syndicat, la CGT, donc l'objectif c'est de changer les choses dans la profession.
La première responsabilité, elle est au niveau des directions dans les entreprises de presse. Et c'est aussi un outil, aujourd'hui, le fait d'avoir des éléments récoltés qui nous apportent de la matière pour témoigner, pour donner un état des lieux de la réalité de la profession. C'est un outil aussi pour aller rencontrer les rédactions, aller rencontrer les directions et en discuter déjà dans un premier temps avec eux et pouvoir poser un certain nombre de sujets sur la table. Par exemple, quand on parle de diversité, il y a un sujet qui est crucial, c'est la question des offres d'emploi. On en parlait ce matin aussi, il y a une table ronde qu'on parlait ce matin également, c'est la question des offres d'emploi. Le fait aujourd'hui que les offres d'emploi ne soient pas systématiquement rendues publiques par les rédactions, en fait ça prive un certain nombre de personnes qui ne viennent pas de l'entre-soi du milieu journalistique, ne viennent pas du sérail, qui ne viennent pas d'un milieu où il y a une forte reproduction sociale, qui n'ont pas les réseaux, en fait, d'accéder à ces offres d'emploi. Et en fait, rendre publiques les offres d'emploi, c'est déjà une première mesure antiraciste. Et pour un syndicat comme le nôtre, c'est une revendication, c'est une vraie revendication syndicale. Évidemment, il y a un certain nombre de choses à travailler avec les rédactions. Et il y a une chose aussi, c'est de protéger les journalistes. La responsabilité aussi des rédactions, c'est de protéger leurs salariés. Par rapport à leurs collègues, évidemment, dans la rédaction. Mais pas seulement, c'est aussi, par exemple, protéger les journalistes du racisme sur les réseaux sociaux, qui sont souvent attaqués du fait de leur activité professionnelle. Donc c'est de les protéger par rapport au cyberharcèlement, c'est de les protéger aussi sur le terrain. C'est de la responsabilité des directions, des rédactions, de protéger les journalistes quand ils sont en reportage. Et je peux vous l'assurer, hein, quand on est en reportage, on se fait alpaguer, il nous arrive aussi on est aussi confronté au racisme. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, qu'on me réponde « désolé, je parle pas chinois », des choses comme ça quand j'ai une question à poser à quelqu'un, etc. C'est une vraie réalité, et c'est aussi de la responsabilité des rédactions que d'assurer l'intégrité physique et la santé mentale, en fait, de leurs salariés. Et donc ça demande un certain nombre de choses. Il va falloir réfléchir à des protocoles de sécurité pour les journalistes quand ils sont sur le terrain, des chartes de modération pour s'assurer que l'entreprise prend en charge aussi la modération en période de fort cyberharcèlement, quand il y a eu une enquête, quelque chose qui vient de sortir. En fait, c'est des choses très concrètes, c'est des choses, mais c'est des vraies revendications syndicales. Et voilà, et c'est aussi assurer la sécurité des journalistes, notamment leur sécurité mentale, on va dire, en termes de santé mentale, etc., notamment sur un plateau de télé, à l'antenne, etc., quoi. Donc ça intervient sur de nombreux champs, mais il y a un énorme travail, parce que le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien, en fait. Il y a quasiment rien, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien, mais il y a très peu de choses. Et le champ d'intervention est énorme, le travail il est énorme, et il y a énormément à faire, et ne serait-ce que sur des trucs comme le fait de rendre public les offres d'emploi, on se rend compte qu'il y a des endroits où peut-être que ça va de soi aujourd'hui, mais il y a d'autres endroits, dans d'autres rédactions, en fait il va falloir batailler. Et Steph, Giorgio, tu voulais réagir? Non, vraiment, c'était justement pour parler de tout ce qui se passe sur le terrain. Enfin, moi, j'ai été envoyée au fin fond de la Picardie, sur des ronds-points de gilets jaunes, en fait, dans les fiefs du FN. Quand on arrive et qu'on dit que les journalistes, on cumule un petit peu les casquettes de la détestation. Et donc, c'est assez dur. Donc, moi, c'est du haut vol pour essayer de m'en sortir. Mais encore une fois, de bien préciser, là, je suis en train, encore une fois, de stigmatiser les amis Picard. Mais quand je vais dans un rassemblement de la France Insoumise avec des vieux de la vieille de 50 ans bien paternalistes, bien coco, qui me touchent les cheveux, mais sans gêne. Je veux dire, là on est censé être dans une gauche où je suis censé peut-être être à l'aise, et je suis pas forcément, et je fais face aussi à du racisme. Donc encore une fois, nous on est vigilants sur tout, et c'est un problème d'ensemble. Et sur les perspectives d'Ajar, intervenir dans les écoles de journalisme, intervenir dans les rédactions, raconte-nous un peu pour conclure les perspectives pour Ajar. Ouais, ce qu'on est déjà en train de mettre en place, parce que suite à notre tribune, on a eu plusieurs écoles de journalisme qui nous ont contactés pour pouvoir intervenir. Alors moi, ça m'a beaucoup rassuré, puisque ça m'a permis de voir qu'effectivement les équipes pédagogiques étaient tout à fait au fait de tout ça, du racisme à l'intérieur des écoles ou même au sein des rédactions, et qu'elles voulaient travailler là-dessus. Et elles sont vraiment venues en nous disant, écoutez, faisons ça, intervenons, voyons ce qu'on peut mettre en place, et nous on essaie vraiment de faire ça
au mieux. On essaie aussi de mettre, on est en train de travailler sur l'élaboration d'un kit à l'image de la JL qui a mis ça donc, de manière publique en ressources pour mettre, voilà, pour parler de tout ce qui est vocabulaire, pour parler de toutes les différentes thématiques antiracistes que ça va, enfin ça peut aller de la négrophobie à l'islamophobie. Donc l'islamophobie, je pense qu'on va galérer parce que c'est énorme, de tout ce qui est écologie décoloniale ou questions migratoires. Tous ces sujets-là vont être mis en place pour pouvoir faire en sorte que nos confrères et consoeurs ne puissent plus dire que voilà, on ne savait pas, ou enfin, tout ça, c'est des choses qu'on essaie de mettre en place ensemble. On est encore une fois beaucoup, et en tant que journaliste racisé, on fait partie de nos propres, enfin, on est ressources nous-mêmes aussi en fait. Merci infiniment à vous deux. Mon cher ami, je vais te piquer ton micro sans fil pour prendre quelques questions à vous. Je vais pas passer le micro, on va pouvoir en prendre une ou deux, malheureusement. Merci. Et vous pensez donc que c'est dans toutes les rédactions? On peut prendre peut-être une petite volée de questions, 2-3 questions. Et je voulais savoir s'il y avait un gap générationnel dans les origines, enfin les personnes qui ont des propos racistes ou des comportements racistes. Est-ce que c'est comme que des vieux, comme à la France Insoumise, etc. Ou est-ce que c'est aussi des jeunes? Parce que par exemple, on voit souvent que dans les écoles de journalisme, il y a des affaires un peu glauques, donc on a eu récemment voilà, et en fait on se dit que si ça commence comme ça dans les écoles de journalisme, alors après ça continue quoi. Merci. On va juste peut-être prendre une troisième question, je les garde. Ah, vous êtes tous les deux. On prend les... Non, allez-y. C'est très intéressant ce que vous avez dit. Alors j'ai une question sur le rapport, parce que là, dans votre déroulé, j'ai beaucoup entendu la problématique auquel les journalistes font face vis-à-vis de leurs collègues. Mais dans le traitement de l'information, est-ce que Ajar, est-ce que vous vous proposez d'avoir une autre approche vis-à-vis du traitement de l'information? En exemple, on peut prendre par exemple sur le traitement de la guerre, sur le traitement de l'actualité internationale. Qu'est-ce qui serait différent de vous que des journalistes aujourd'hui qui l'ont sur eux? Voilà. Merci beaucoup, c'est moi le fautif. On a surtout anglais effectivement sur le racisme dans les rédactions, mais Ajar, ce sera aussi votre, et on en a parlé quand même, ce sera aussi, ça fait partie de vos buts d'avoir un autre traitement de l'info. Estelle, bonjour. On peut faire par la dernière. Oui, alors rapidement sur le traitement médiatique, bon alors, je peux commencer sans le niveau international. Pour le niveau national, déjà ce qui est évident, il y a un exemple que j'aime beaucoup prendre, c'est celui de ma collègue Leila avec qui j'étais en stage, qui aujourd'hui travaille pour Brut, et qui a fait un sujet, donc peut-être vu passer, qui parlait des jeunes de quartier populaire de Aulnay, qui avaient organisé tout simplement c'était au moment, tu sais, au moment en fait de la pénurie d'essence. Et en fait, plusieurs jeunes du quartier d'Aulnay avaient fait en sorte que les habitants de la ville puissent s'organiser pour que la circulation passe mieux. Ça a fait un énorme score. Absolument personne n'a pensé, évidemment, parce que c'est des quartiers jeunes populaires, à faire un sujet sur la manière dont peut-être, pour une fois, les choses se passent bien dans ce genre de ville du 93. C'était la seule à avoir fait ça. Ça a eu une centaine de milliers de vues. Il y a eu plein de commentaires pour dire que c'était faux. C'était un faux sujet. Alors elle est originaire de la ville, donc aussi elle a eu des facilités, contrairement peut-être aussi à des journalistes, je me redis, bobos, qui ne passent le périph' que pour dire qu'il y a des trafics de drogue dans la cité. Pour une fois, elle est partie en disant « Je sais que les choses se passent bien, vous organisez, je pose ma caméra et on va voir ce qui se passe ». Partir déjà d'un point de vue autre, avoir un biais différent, fait que, en fait, on a ce plus. Mais encore une fois, ce plus, il est possible pour tout le monde. Il suffit aussi peut-être de travailler là-dessus. Donc peut-être parce que, en tant que femme racisée, en tant que femme des quartiers populaires, elle avait déjà effectivement cette visibilité-là et cette possibilité qui lui a permis de proposer d'autres sujets qui ont apporté de la visibilité et des vues auprès du média auquel elle a travaillé. Pour commencer par ça.
C'est le principe même de la diversité, c'est que Oui, ça enrichit le regard, quelque ça enrichit chose. le regard. C'est notre boulot, c'est le cœur de notre boulot, Rami Kenzo. Juste très rapidement pour répondre. Nous, là, au niveau de la CGT, dans le rapport, dans l'enquête, on n'a pas cherché forcément à aller sur le terrain de la couverture éditoriale. L'objectif premier, c'était vraiment le racisme, concrètement, dans les rédactions. Néanmoins, ça a quand même un lien. On s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a quand même un lien. Déjà, la première chose, c'est que quand on est dans une rédaction où éditorialement les sujets sont traités de manière raciste, ça entraîne de la souffrance au travail quand même pour les personnes racisées. Donc déjà, c'est quand même la première chose. Donc voilà. En plus, ça entraîne aussi une forme de libération de la parole raciste aussi dans la rédaction. Ça entraîne forcément, c'est des constats qu'on peut faire, hein, ça entraîne forcément une ambiance encore plus propice au racisme, etc. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que le racisme, en fait, il se nourrit aussi du fait que les personnes qui sont victimes sont isolées. Le fait d'être seul, c'est quelque chose qui favorise, le fait que nous, on soit seuls et que eux font masse, c'est quelque chose qui les favorise dans le fait de faire ce qu'ils font et d'être raciste. Et or, la question éditoriale, elle est aussi vachement liée à la question de la diversité dans la rédaction. Dans une rédaction où il n'y a pas de diversité, où les personnes racisées sont isolées, etc., évidemment, le traitement éditorial ne sera pas du tout le même. Et donc, on voit vraiment qu'il y a un lien quand même qui est fait entre les conditions de travail dans une rédaction et le traitement éditorial. Et on pourrait le faire pour la question du racisme, on peut le faire pour la question du genre, ou même sur la question du précariat. Une rédaction qui fonctionne que sur des pigistes, ça c'est un constat qu'on fait à la CGT, c'est aussi une rédaction qui informe moins bien. Alors peut-être répondre sur la question de madame, sur le fait que ce soit sur toutes les rédactions. Est-ce que c'est toutes les rédactions? Je n'ai jamais travaillé dans une rédaction où je n'ai jamais entendu des remarques racistes, comme je n'ai jamais travaillé dans une rédaction où je n'ai jamais entendu des remarques sexistes. Je pense qu'il faut vraiment le prendre de ce biais-là. Il faut vraiment voir des rédactions comme des petites sociétés. On aimerait améliorer les choses, faire en sorte que ça ne se passe pas. Il y a peut-être un média quand même dans lequel qui essaie vraiment farouchement d'être irréprochable, avec lequel j'ai travaillé, c'est Mediapart. J'ai travaillé pour Mediapart et là pour le coup même eux ils sont vraiment très 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 sensibles là-dessus. Il y a quand même pas beaucoup de personnes racisées qui travaillent chez Mediapart, ils travaillent encore une fois dessus, mais il faut aussi que les personnes racisées se sentent à l'aise pour faire des investigations. L'investigation, ça demande beaucoup de ressources, ça demande de la confiance auprès des sources. J'ai fait un papier pour Mediapart où j'ai bien cru, le fait d'être noir pour une fois m'a aidé à le faire, puisqu'en fait les sources m'ont dit clairement que c'est parce qu'elles se sentaient à l'aise avec moi en tant que femme racisée venant des quartiers populaires qu'elles ont pu me parler. Voilà, par exemple. Donc ça peut être parfois... mais justement, c'est aussi un message que j'aimerais aussi passer aux personnes racisées, c'est d'utiliser autant que possible en fait, les ressources dont on a à disposition pour essayer d'écrire des papiers, pour essayer de proposer de l'investigation autant que possible. Voilà. Alors, nous, ce qu'on a constaté en tout cas, c'est qu'on a eu des témoignages de toutes les rédactions les plus en vue. Des témoignages édifiants de racisme de toutes les grandes rédactions, et notamment celles qui font vraiment référence dans la profession. Donc voilà, ça c'était quand même un élément de réponse. Ensuite, voilà, moi je parle uniquement pour le rapport et du constat chiffré qu'on a fait. Ensuite, moi j'aurais tendance à dire que oui, il y a du racisme, de toute façon les rédactions sont aussi le reflet de la société française, il y a du racisme partout. Moi je pense pas qu'il y ait d'endroits qui fassent exception. Juste, j'en profite pour répondre à la question sur la question de la génération. Nous, dans le rapport, on n'a pas mesuré l'âge, les générations. Voilà, on n'a pas été affiné sur les questions, les réponses sur cette question-là. Ensuite, le rapport, il n'est pas exhaustif et il en appelle d'autres, en fait. Il appelle à d'autres enquêtes. C'est-à-dire que nous, on n'attend qu'une chose, c'est que d'autres personnes se saisissent de ce sujet pour aller plus loin. Et je trouverais ça très, très intéressant que quelqu'un, un jour, décide de se lancer sur une enquête, par exemple, sur le racisme dans les écoles de journalisme. Je trouverais ça très bienvenu. À vous de jouer. Merci infiniment à vous deux. N'hésitez pas à passer nous voir sur le stand du SNJ CGT. N'hésitez pas à rentrer en
contact avec Ajar, je t'en prie. Ouais. Demain, on a un stand effectivement Ajar où on pourra faire continuer notre propagande avec notre président et notre passez-nous voir, passez-nous voir. Le rapport, il est ici, il sera sur le stand. Il sera disponible, je pense, en version web également à un moment donné. Merci à tous. Et comme on a été un petit peu long, on va libérer cette tribune et c'est au tour de la maison des lanceurs d'alerte à qui on va passer le micro confraternellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.